Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Sophie Vanier, la présidente de la Ruche, le réseau qui soutient l'entrepreneuriat responsable et inclusif. On verra notamment ce qu'elle attend de la ministre chargée de l'économie sociale et solidaire. Pour le débat de ce Smart Impact, on va découvrir les tests effectués par Vinci Autoroutes et par l'université Gustave Eiffel pour mettre au point un système de recharge des poids lourds électriques par induction ou par rail conductif. Et puis dans notre rubrique Start-up, je vous présenterai Ethnici, agence de design qui réalise des objets à partir de matériaux recyclés. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Sophie Vanier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente de la Ruche. On va parler du poids de l'économie sociale et solidaire dans l'activité française, des moyens de la booster et donc de ce que vous attendez du gouvernement en la matière. D'abord, quelques mots pour présenter la Ruche. Vous êtes déjà venu dans cette émission, mais on va présenter quand même ce réseau national. Combien d'antennes, quelle mission ? Alors, en effet, la Ruche, c'est un réseau national. On a 17 implantations. On accompagne des entrepreneurs qui entreprennent dans l'économie sociale et solidaire, notre sujet du jour. On les accompagne du stade de l'idée jusqu'à la croissance, le changement d'échelle, même la levée de fonds. Ouais. Et on accompagne aussi des entrepreneurs à se remobiliser, à se rapprocher du monde du travail quand ils en sont éloignés, à travers de la formation et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Comment vous choisissez les créatrices et créateurs d'entreprises que vous accompagnez ? Alors, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, on va justement regarder est-ce qu'ils ont une utilité sociale, environnementale, et du coup, est-ce que c'est au cœur de leur projet de répondre à un défi de société ? Et donc, on regarde aussi la personne. Est-ce qu'elle est en capacité de mener son projet ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il y a un marché ? Et donc, quand il y a ce triptyque qui est réuni, on se dit que ça vaut le coup d'accompagner la personne pour l'aider à être en réseau, à rencontrer les bonnes personnes et donc, du coup, à dérisquer l'aventure entrepreneuriale. Et c'est bien là notre rôle d'incubateur. La Ruche est elle-même une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est ça ? Tout à fait. La Ruche, on est une entreprise ESUS pour toutes les activités d'incubation de coworking. Et on a aussi une association qui porte des programmes pour des publics très éloignés de l'emploi. Par exemple, 2 incubateurs pour entrepreneurs réfugiés qui sont portés par notre association. Oui, alors justement, ce chiffre, 2 millions de personnes éloignées de l'emploi. Et quand on dit ça, il y a évidemment des réalités, des histoires qui sont très différentes les unes des autres. Est-ce que ça veut dire que vous proposez des programmes qui sont adaptés un peu à chaque catégorie d'une certaine façon ? Est-ce qu'il y a cette idée ? C'est tout à fait l'idée. L'idée, c'est de dire, pour chaque public, il faut un parcours, une proposition spécifique. On n'a pas les mêmes enjeux quand on est une femme qui souhaite entreprendre, quand on est une personne éloignée de l'emploi dans un milieu rural, ou quand on est une personne réfugiée, on a des contraintes. Et on a aussi des compétences différentes. Et donc, nous, on a tout un enjeu de spécifier, d'individualiser les parcours. Et donc, en effet, les 2 millions de personnes, partout, par nous et tous nos collègues de l'ESS ne sont pas adressés de la même façon. Oui, évidemment. Fin septembre, Marie-Agnès Poussier-Winsbach a été nommée ministre déléguée chargée de l'économie sociale et solidaire. Vous vous êtes dit enfin ? Alors, ce qu'on s'est dit déjà, oui, en effet, c'est une bonne nouvelle. Elle a un rapporteur aussi à l'ESS pour le budget qui est Paul Midi, qui a vraiment fait un travail de consultation des acteurs de l'ESS. Nous, on a pu le rencontrer. Et donc, en effet, c'est un signal positif. Ensuite, ce qu'il faut vraiment comprendre quand on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il y a un petit regard à changer. Donc, l'économie sociale et solidaire, on sait, il y a plusieurs familles qui ont tous des communs, lucrativité limitée ou but non lucratif, utilité sociale, gouvernance démocratique. Mais ce qu'on défend, c'est une vision d'une économie politique sur lequel on souhaite inverser la tendance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit l'économie sociale et solidaire, ça a du poids, 14% du PIB, 2,8 millions d'emplois, 200 000 entreprises. Mais nous, notre volonté, c'est bien d'inverser cette tendance et de dire l'économie sociale et solidaire, elle peut répondre aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui, cohésion sociale, fracture, urgence climatique. Et donc, c'est vraiment ce poids qu'on veut
sur lequel on veut donner plus de poids du corps et sur lequel on attend la ministre, évidemment. Alors, vous disiez 2,8 millions, nous on avait 2,6 millions, mais le chiffre doit un peu dater, et ça représente 10% du nombre d'emplois total en France et 14% des emplois du secteur privé. Est-ce que c'est un modèle qui progresse ou est-ce que c'est un modèle qui a besoin justement, et on en revient à ce que une entreprise et un réseau comme le vôtre attendent du gouvernement, est-ce que c'est un modèle qui a besoin d'être mieux accompagné et boosté ? Tout à fait. Déjà, c'est un modèle qui progresse. Oui. Déjà, il a été défini par une loi il y a 10 ans qui a ouvert à des entreprises sociales. La vision de l'ESS change. Donc ça progresse. Il y a des nouveaux entrants. Il y a le grand public, l'économie classique qui s'intéresse aussi à ces questions de quelle est ma raison d'être. Comment moi aussi je m'engage dans tous mes enjeux de société, donc ça progresse. Ça veut dire que les chiffres qu'on a vus... ça ne se développe pas assez vite. Oui, j'y reviens, mais ça veut dire que les chiffres qu'on a vus, 14% des emplois privés, ils sont en progression. Ou c'est plutôt stagnant? Alors, c'est plutôt on stagne. Oui. Disons on reste dans un mouchoir de poche, donc on progresse, mais depuis quelques années, on reste autour de ces chiffres. Qu'est-ce qui pourrait justement accélérer le développement de l'ESS? Alors déjà, moi je pense qu'il nous faut une vision. C'est là où la ministre peut nous aider. Aujourd'hui, on a eu une vision de la French Tech, on a eu une vision de la Startup Nation, on a une vision sur comment la France veut se positionner sur les nouvelles technologies. En fait, on aimerait bien ne pas être vu comme un contre-pouvoir, mais comme un outil du pouvoir. Et c'est quoi la vision qui est portée par notre gouvernement sur cette économie-là? Donc déjà, si on avait une vision, les sujets de moyens, de budget, je pense, seraient beaucoup plus faciles à aborder. Et depuis, on va remonter au premier mandat d'Emmanuel Macron, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, vous n'avez pas le sentiment d'avoir une vision sur cette question ? Honnêtement, sur l'économie sociale et solidaire, je ne vois pas aujourd'hui qui porte cette vision-là, à part les organisations qui nous représentent, donc l'Union des employeurs de l'ESS, ESS France. Mais au sein du gouvernement, ça nécessite vraiment d'avoir un portage plus fort, des prises de parole et beaucoup de courage et de créativité pour aller chercher aussi des budgets, puisque les moyens sont évidemment un sujet prégnant. Surtout en ce moment. Qu'est-ce qui pourrait, rentrons dans le détail, accélérer la croissance de l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il faut, par exemple, un régime fiscal dédié, un régime fiscal spécial? Alors ça, moi, j'en suis sûre. Déjà, un régime fiscal spécial. On pourrait aborder l'impôt sur les sociétés de façon différente en fonction de où sont reversés les bénéfices à l'actionnariat, au projet. Enfin, vraiment, il y a un panel d'outils très intéressant et je vous invite à regarder les travaux du mouvement Impact France. Ce qui pourrait nous aider aussi, c'est changer de regard sur ce que on dit, le budget, c'est un coût. En fait, l'ESS, c'est un investissement. Et donc, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on propose vraiment aux entreprises de l'ESS et à toutes les entreprises, d'avoir des indicateurs différents que les indicateurs financiers, mais les indicateurs extra-financiers, qui permettent de dire, nous, entreprises de l'ESS, la ruche, on accompagne des personnes éloignées de l'emploi pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, généralement, elles sont en sortie dynamique pour 85% d'entre eux. En fait, c'est une économie pour la société. Quand elles retrouvent un emploi, elles repartent vers une formation. Et donc, ça coûte moins cher à la collectivité de payer un accompagnement vers cette sortie dynamique que des allocations chômage. Et donc aujourd'hui, je pense que ce qui nous aiderait vraiment, c'est de changer de regard sur ce qui est un coût et ce qui est un investissement. Aujourd'hui, l'ESS, c'est un investissement puisqu'on rapporte en externalité positive. Et donc, quand on parle du budget et des coupes budgétaires, en fait, quand on coupe les budgets de l'USS, il y a beaucoup d'effets de bord sur les personnes les plus fragiles, mais aussi sur toutes les externalités positives qu'on enclenche au quotidien. Oui. Quand je vous entends parler de bilan extra-financier, évidemment, je pense aux nouvelles réglementations européennes, la CRD qui impose un bilan extra-financier. Alors, pour l'instant, aux très grandes entreprises, puis année après année, ça va redescendre jusqu'aux PME cotées. Et donc, d'une certaine façon, par capillarité, toutes les entreprises seront concernées. Ça va forcément dans le bon sens. Oui, c'est cette logique-là qu'il faudrait renforcer en France, c'est ce que vous espérez? C'est ce qu'on espère. Plus de transparence. Oui. Et vraiment de cet effort de regarder l'impact qu'une société a sur son écosystème. Plus d'encouragement aussi pour les bons élèves. Donc vous parliez d'un encouragement fiscal, c'en est un. Est-ce qu'il faut changer le statut ESUS dont vous parliez, entreprise solidaire d'utilité sociale? Est-ce qu'il faut
le dépoussiérer d'une certaine façon. Alors le statut ESUS, c'est pas un statut très ancien, puisqu'il a 10 ans. Il a été créé avec la loi environ, donc c'est un bon statut. Mais alors le statut ESUS, il faut comprendre que c'est que des contraintes pour l'entreprise qui se l'applique. Lucrativité limitée, encadrement des salaires, constitution d'une gouvernance participative, mais qu'on a assez peu d'avantages. Et donc là aussi, pour dépoussiérer, c'est de dire on a accès à plus de financement. Dans les commandes publiques, on pourrait avoir une part dédiée aux entreprises ESUS, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est aussi faciliter la vie business de l'ESUS que de lui ouvrir des marchés. Et donc, voilà, nous, on aimerait bien, en effet, avoir plus d'avantages et pas simplement les contraintes, même si on le fait de bon cœur. Ouais, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Sophie Vanier. Bon vent à la ruche et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. On va parler de l'innovation au service de l'électrification du transport routier. Recharger les poids lourds électriques sur autoroute par induction ou par rail conductif, c'est l'innovation que l'on va découvrir tout de suite dans le débat de ce Smart Impact avec Pierre Delègue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur des projets de mobilité autonome connectée et électrique chez Vinci Autoroute. Pierre Orniche, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur de laboratoire à l'université Gustave Eiffel. On va peut-être commencer par le constat, le défi à relever, Pierre Delègue. Le secteur des transports, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. L'essentiel vient de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, l'immense majorité des marchandises est transportée par la route. On peut commencer par faire ce constat? C'est ça. L'immense majorité des émissions du secteur des transports, c'est la route. Et ça s'explique assez simplement parce qu'à peu près 85% des personnes et des biens en France sont transportés par la route. Donc c'est assez logique. Et si on regarde le secteur du transport routier de marchandises, rien qu'à lui seul, il est responsable de 7% des émissions nationales. Donc c'est ce problème auquel on s'attaque par notre projet. Ouais, donc c'est une émission importante et donc un levier important d'économie potentielle, on l'a bien compris. Vous allez donc expérimenter une nouvelle technologie sur un tronçon de l'autoroute A10. On va commencer par peut-être décrire un peu le système, Pierre Orniche. Alors il y a deux technologies que vous testez, si j'ai bien compris. L'induction, les rails conductifs, c'est deux choses un peu différentes. En fait, il y a des développements sur deux technologies. La technologie par induction, donc ce sont des bobines qui sont installées dans la chaussée, une bobine émettrice dans la chaussée, une bobine réceptrice dans le poids lourd. Et donc le chargement se fait sans contact par induction, comme dans les appareils qu'on recharge par induction. Et la deuxième technologie, c'est une technologie par rail conductif qui sont placés en surface de la chaussée. Donc le courant arrive dans les rails et il y a des collecteurs qui sont sous le camion et qui vont collecter le courant sur le rail. Donc collecteur, ça veut dire que là, il y a contact. Il y a contact. Donc il y a une technologie sans contact enfouie sous la surface de la chaussée et l'autre technologie qui est en surface avec des avantages et des inconvénients différents. Donc Vinci a souhaité évaluer les deux. Et dans le monde, les gens travaillent sur ces deux technologies. Et donc sur l'autoroute A10, les travaux ont commencé d'ailleurs, vous en êtes où? Les travaux démarrent la semaine prochaine. On démarre les travaux la semaine prochaine et les premiers roulages avec des véhicules au printemps 2025. Et donc avec les deux technologies, il y aura les deux tests en parallèle? On va commencer par l'induction. On a encore des essais préalables à faire pour la technologie par conduction. Mais l'induction, c'est ce timing-là, printemps 2025 pour les roulages. Et donc on peut recharger des poids lourds. C'est ça quand même le défi assez génial dans lequel vous vous lancez. Vous l'avez testé sur le site de votre université, racontez-nous. Non, alors la partie recharge, donc c'est la société qui développe Electreon qui se charge de tester la partie recharge des véhicules. Et nous, on a testé l'intégration dans la chaussée. C'est-à-dire? Parce que vous imaginez que si on place ces systèmes sur l'autoroute sous la couche de roulement, ça peut modifier le comportement et la durabilité de la chaussée. Et donc, il fallait absolument, avant de déployer un démonstrateur sur autoroute, vérifier son comportement à échelle réelle. Et c'est ce qu'on a fait chez nous à Nantes par des essais sur ce qu'on appelle un simulateur de trafic. Alors c'est quoi? C'est un grand cercle entre guillemets d'autoroute sur lequel vous avez fait rouler des camions? Je veux bien essayer de comprendre, de décrire ce que vous avez testé. C'est un grand équipement qu'on appelle le manège de fatigue. Donc en fait c'est une machine qui a une motorisation au centre et 4 bras qu'on peut équiper de roues de poids lourd. Et ces 4 bras vont circuler sur la chaussée et
appliquer un trafic de charges de poids lourds, parce que ce qui endommage les chaussées, ce sont uniquement les charges de poids lourds, qui va simuler le trafic de l'autoroute. Et donc, on va pouvoir suivre le comportement de ces systèmes installés dans la chaussée sous un trafic accéléré. Et en 2 mois d'essai, on a pu reproduire le trafic qui va franchir ces bobines sur l'autoroute A10, donc pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de dégradation. Bon, c'était évidemment une étape indispensable avant de vous lancer. Ça représente quel investissement et pourquoi vous faites cet investissement ? Je commence par le pourquoi. Pourquoi tout l'enjeu de ces technologies, c'est de réduire la quantité de batteries embarquées dans les véhicules. Ouais. Donc pour les impératifs de décarbonation, évidemment qu'il faut faire du véhicule électrique. Et tous les constructeurs sont partis sur des véhicules électriques à batterie. Il n'y a pas de remise en cause de ça. Ouais. Mais l'inconvénient de ces véhicules, c'est les grosses batteries des poids lourds qui concentrent un certain nombre des inconvénients. Une grosse batterie, c'est lourd, donc le véhicule consomme plus. Ça fait que le véhicule est plus cher. Un poids lourd électrique aujourd'hui, c'est 3 fois le prix d'un poids lourd diesel. Des autonomies plus limitées, des temps d'immobilisation pour les charger. Et puis, donc si on reste, pardon de vous interrompre, mais si on reste à ce premier constat, bah, on n'y va pas. Très clairement. On n'a pas le choix. 3 fois plus. Oui, mais enfin bon, si ça coûte 3 fois plus cher de créer le camion, que c'est beaucoup plus long à recharger, etc., enfin bon. L'Europe impose des contraintes aux constructeurs de poids lourds et de véhicules légers. Donc il faut partir sur les véhicules électriques à batterie. Il n'y a pas le choix dans les toutes prochaines années. Par contre, il faut aussi explorer, c'est ce qu'on fait dans notre projet, des solutions qui font encore mieux. Et donc la route électrique, c'est la possibilité de réduire la quantité de batteries embarquées, donc de réduire proportionnellement tous ces inconvénients. Donc c'est une technologie complémentaire dans le temps. C'est pas pour tout de suite. Donc tout de suite, il faut faire du véhicule électrique à batterie. Mais dans un deuxième temps, on pourrait encore améliorer ce bilan-là, le bilan environnemental et puis opérationnel pour les transporteurs, avec des systèmes qui se rechargent en roulant. J'élude pas votre question sur le coût. Le coût, on est de l'ordre de quelques millions d'euros du kilomètre pour 2 sens de circulation. Ça, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est à peu près un quart du coût de l'infrastructure autoroutière. C'est à peu près cet ordre de grandeur. Ce qui est intéressant de noter aussi pour le coût, c'est que le coût complet, c'est-à-dire infrastructure plus véhicules, est plus avantageux dans le cadre de la route électrique que dans le cas de véhicules de poids lourds avec des grosses batteries qui se rechargent sur des bornes statiques. Donc certes, l'infrastructure est plus chère que des bornes statiques. Par contre, côté véhicule, vu qu'on réduit de beaucoup la quantité de batteries à embarquer, finalement, on réduit de beaucoup le coût du véhicule. Quand vous dites on réduit de beaucoup, c'est dans quelle proportion ? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Facteur 2 à 3. Facteur 2 à 3, donc c'est effectivement un facteur important. Je posais la question de l'avenir des poids lourds électriques, Pierre Ornish. Est-ce que sans un tel système, l'un ou l'autre d'ailleurs, est-ce qu'on peut douter de l'avenir des poids lourds électriques ? Là, je ne sais pas, parce que les batteries évoluent aussi très rapidement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bénéfice en termes de poids et de puissance de batterie de l'ordre de 3 à 4 quand on fait un poids lourd qui se recharge par la chaussée. Donc l'idée, c'est que sur l'autoroute, il puisse se recharger et qu'ensuite il conserve une autonomie de l'ordre de 200-250 km pour pouvoir aller à son point de livraison depuis l'autoroute. Ouais. Donc on gagne 3 à 4 sur la taille des batteries. Et je pense qu'au niveau global, il y a une économie de matériaux aussi qui est considérable. Donc il n'y a pas que le coût, mais il y a la consommation de matériaux rares pour les batteries qui est aussi un facteur important. Et l'impact environnemental aussi d'aller chercher ces ressources en matériaux. Donc je pense que c'est quand même une solution... Alors il faut pouvoir la valider, la déployer, mais c'est une solution qui a du sens. Ouais, oui. Et alors ça veut dire quoi ? Imaginons le système 100. Cette innovation sur laquelle vous travaillez. Pour recharger les batteries de poids lourds, ça suppose quoi ? Ça suppose des recharges beaucoup plus... J'essaie d'imaginer des points de recharge beaucoup plus importants, des temps de recharge également très importants, c'est ça ? Oui, le modèle qui va être déployé très prochainement, dans les prochaines années. On a déjà aujourd'hui des infrastructures de recharge sur les aires de service de l'autoroute et d'ailleurs bientôt sur les aires de repos également pour les véhicules légers. On va faire pareil pour les poids lourds très prochainement, donc ce sont des puissances plus élevées. Et pour les transporteurs, ce sont de la recharge rapide lors de la pause méridienne. Le conducteur s'arrête pour faire une pause tous les 4h30. Et puis, c'est de la recharge plus lente lors de la nuit, lorsqu'il se repose la nuit. Donc, c'est ça le modèle qui va être déployé sur les toutes prochaines années, qui pourrait être complété par de la route électrique pour compléter et puis améliorer encore le taux
d'électrification du parc de poids lourds roulants. Est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres technologies, par exemple l'hydrogène? On a souvent reçu des représentants du secteur hydrogène qui disent que l'avenir du transport routier lourd, c'est l'hydrogène et pas l'électrique. Oui, il y aura, je pense, à terme... Ça va cohabiter? Ça va cohabiter. Ouais. On va passer d'une solution d'énergie unique, qui est le diesel pour les poids lourds, à un mix d'énergie possible, dont l'hydrogène. L'hydrogène ne représentera pas, à mon avis, la majeure partie du mix, ça représentera une petite fraction. D'accord. L'hydrogène se heurte à la disponibilité de l'hydrogène décarboné. Il faut évidemment que l'hydrogène soit décarboné. Et donc, il y a de la concurrence sur l'hydrogène vert avec d'autres industries, des industries lourdes comme les aciéries, les cimenteries, les engrais, etc. Et puis, sur le coût. Une pile à combustible, c'est un élément cher. Donc, il y a certains obstacles à l'hydrogène, mais il y aura dans le mix roulant en 2030 une quote-part de poids lourds hydrogène. Ouais. Quel défi vous avez dû relever pour finalement prouver l'efficacité de cette technologie? Alors, en fait, la question qui se posait, c'était la bonne intégration de ces éléments dans la chaussée. Donc, il y a deux choses. Il y a de choisir des matériaux, parce que les bobines d'induction, donc, ce sont des bobinages de câbles de cuivre. Ouais. Donc, il faut un matériau qui protège ces bobines et qui soit compatible avec la construction d'une chaussée, c'est-à-dire qui va résister au compactage, à l'installation dans la chaussée. Et après, il faut assurer le collage des bobines avec les couches de chaussée. En gros, si on n'a pas de collage, les couches minces qui se retrouvent au-dessus, qui font à peu près 10 cm, vont se dégrader beaucoup plus rapidement. Donc il faut assurer le collage entre les bobines et la chaussée. Donc il y a des études en laboratoire qui ont été faites pour choisir des matériaux. Et on avait 3 solutions de matériaux de bobines et 3 solutions de collage. Et ensuite, on a comparé ces solutions dans nos essais sur le manège de fatigue. Et il s'avère qu'il y a 2 solutions qui se sont mieux comportées que les autres. Et c'était celles dont on pensait déjà, après les essais de laboratoire, qu'elles étaient les meilleures. Donc c'était plutôt encourageant parce qu'on était allé dans la bonne direction. Et on a comparé en fait le comportement de ces sections avec des bobines avec le comportement d'une section de chaussée normale, sans bobine. Et on a pu voir que le comportement restait très proche. Donc après, ce sont des essais à court terme. Après, ce qui fera foi, c'est des essais beaucoup plus longs sur l'autoroute. C'est l'usage réel sur l'autoroute. Mais aujourd'hui, de ce qu'on a pu tester, on est confiant que ça pourra être déployé, ça pourra bien se comporter sous trafic. Ouais, avec cette innovation, Pierre Delègue, vous avez été lauréat d'un appel à projet de BPI France, financement de l'État dans le cadre de France 2030. L'idée, c'est de convaincre les pouvoirs publics d'investir massivement à vos côtés. Est-ce que c'est seulement à une entreprise privée, vous voyez ce que je veux dire, de se lancer dans un projet comme celui-là? Non, nous on répond à une feuille de route qui a été définie par le ministère des Transports en 2021. Il y a eu des études en 2021 sur les meilleures solutions technologiques pour décarboner les poids lourds. Et ces études ont revu l'hydrogène, le biodiesel, le biogaz et la route électrique. Les conclusions de ces rapports du ministère des Transports sont que la route électrique est théoriquement la solution la plus efficace. Et donc suite à ça, l'État, via BPI, via les investissements de France 2030, a lancé un appel à projet auquel on a répondu, pour lequel on a été sélectionné. Donc nous, on répond à cette feuille de route de l'État. Et je rappelle son ambition, c'est une feuille de route très ambitieuse. Le ministère des Transports propose un déploiement de 9000 km de routes électriques équipées sur le réseau autoroutier en France à horizon 2035. Donc, nos projets vont pouvoir démontrer la faisabilité technique, économique, avant un potentiel déploiement à l'échelle à horizon 2035. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, je vous présente mon invité tout de suite, Espérance Fenzi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Ethnici, entreprise lilloise, créée en 2017. Avec quelle idée? Racontez-moi. Avec l'idée de raconter des histoires au travers de nos quotidiens, donc au travers du mobilier et des objets que l'on peut avoir autour de soi. Ça passe par de la matière qui raconte ces histoires. Et donc, le meilleur moyen de raconter des histoires, c'est de prendre des matières chargées d'histoire. Et donc, en l'occurrence, des matières usagées
autrement dit des déchets. Oui. Donc à partir de déchets, vous créez des objets. Exactement. C'est ça en quelque sorte. Quel type d'objet? Alors, ça va du manche de couteau au pot à bougie ou au plan de table, plan de travail. Et il y a 7 ans quand même, 2017, c'était novateur, pour ne pas dire pionnier, d'entreprendre cette démarche. On était clairement les seuls, ce qui a beaucoup inspiré la démarche aussi, parce que si on se replace en 2016, quand je quitte mon poste... Vous étiez dans quel... vous travailliez dans quel domaine? Je viens du BTP, Ok. qui génère beaucoup de déchets. Ouais. Et donc, l'offre en 2016-2017, et l'offre recyclée, c'était du plastique gris, du plastique noir, globalement assez terne, pour pas dire moche. Et personne n'a envie d'avoir un quotidien, d'avoir un environnement qui ne soit pas esthétique. Et donc, c'était déjà une première différence, se dire on va faire du mobilier recyclé, chargé d'histoire, et joli, et esthétique. Ouais. À partir donc des déchets du BTP, essentiellement? Alors, on a une partie de notre activité autour du BTP, alors le béton de déconstruction. Ce qui est super, c'est que c'est finalement une activité qui se tarit, puisque le BTP s'est mis en marche et recycle lui-même ces matériaux-là. Donc c'est quelque chose qui finalement s'allège. On conserve alors la coquille de moule, la coquille d'huître, la porcelaine, la brique, des choses qui ont vraiment du sens pour nos clients. Et alors, est-ce que les filières existaient ou est-ce que vous avez dû les inventer d'une certaine façon? Alors on doit tout inventer. On a dû inventer nos marchés, on a une production innovante, mais aussi un sourcing qui est nouveau. Une des difficultés de notre business, c'est que pour mettre une palette chez un client, il faut qu'il en retire une, parce que la vie tourne sans nous, et qu'on apporte une nouvelle offre, on a quelque chose de vraiment nouveau. Ouais. Et alors quand vous dites, ce qui est une bonne nouvelle, que le BTP s'est mis à voir ces déchets comme une ressource, parce que c'est vraiment ça, la logique, c'est le changement d'état d'esprit, ça veut dire que le béton, vous en avez de moins en moins, que vous pouvez utiliser par exemple? C'est presque qu'on se l'interdit. D'accord. Si une filière classique s'y intéresse, on lève le pied. On a la chance et la force d'avoir de la R&D en interne et donc de pouvoir développer des nouvelles matières. C'est d'ailleurs ce que je fais au sein d'Enici. Et donc, on va aller chercher des matériaux qui sont un peu plus loin dans la chaîne de revalorisation ou des gisements qui sont un peu plus compliqués à revaloriser. Ouais. Alors, il y a des exemples là de nouveaux gisements ou de gisements sur lesquels vous espérez travailler? Alors, on a des exemples tous les mois. Par exemple, je peux prendre l'exemple de la bouteille de vin et de bière, qui a un problème parce que c'est mélangé. Si vous êtes vigneron, vous voulez une bouteille avec une couleur bien spécifique. Si on vous donne des bouteilles de différentes couleurs, ça ne marche pas. On a changé nos gisements pour aller chercher des gisements avec plus d'étiquettes, plus compliqués à revaloriser dans la chaîne classique. Et donc, on apporte plus de valeur à ces gisements-là. Comment vous voyez la suite, l'avenir d'Enici? Votre horizon à 5 ans, c'est quoi? Notre horizon à 5 ans, c'est de continuer à se développer. On est à court terme, on veut aller vers le B2C. Aujourd'hui, on est exclusivement B2B. Et toujours en racontant de plus en plus d'histoires. Vous êtes B2B, ça veut dire que les objets que vous créez, à qui vous les revendez? Alors, on est très sollicité par les décorateurs, parce qu'on fait de l'aménagement intérieur, puisqu'on raconte des histoires. Et donc, on est sollicité par les architectes, les décorateurs, mais aussi les promoteurs et les constructeurs. Merci beaucoup, Espérance Fenzi, et bon vent à Enici. J'ai vu que vous prononciez de cette façon. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des Audacieux. Salut.